Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Ça fait plaisir de voir une dispute voilà, bien, avec un public plein. C'est la troisième du 6e cycle. Le 6e cycle est consacré aux toxiques. La précédente devait être consacrée toxiques et lobby, et comme vous avez vu, elle a été repoussée. Alors on vous tiendra au courant dès qu'on trouvera une date et un lieu qui convient à cette dispute, qui est compliquée à mettre en place. Celle de ce soir était très simple parce que les invités étaient très enthousiastes pour venir participer. Et puis la question aussi était très simple. Est-ce qu'on peut se passer des pesticides ? Voilà, ça c'était la question qu'on va se poser. C'est la question qu'on va se poser toute cette soirée. Alors nous ne reviendrons pas sur le pourquoi en soi de la question. Le consensus est aujourd'hui assez globalement partagé dans la communauté scientifique, qui cerne quand même de mieux en mieux les risques associés aux produits phytosanitaires, aussi bien pour les questions de santé humaine que pour l'environnement et la biodiversité. Mais je vous rassure tout de suite, pour ce qui est des directions que doit prendre la recherche, des scénarios à imaginer pour l'industrie des phytosanitaires, et pour ce qui est de la politique publique à mettre en place, sur ces points, à peu près personne n'est d'accord. Ce qui donnera lieu, j'en suis certain, à une très belle dispute argumentée, et j'en remercie par avance nos invités. Bon, alors les disputes, vous le savez, se déroulent en 3 temps. D'abord, chacun va intervenir pendant 5 minutes sur les questions, sur cette question, pour répondre à cette question et pour dire les choses qui lui tiennent le plus particulièrement à cœur. Donc 5 minutes chacun. Ensuite, une table ronde d'à peu près 25 minutes, une demi-heure. Et enfin, les questions du public. Donc je vois que vous êtes nombreux ce soir, donc je suis sûr que de nombreuses questions vont fuser dans 1 heure à peu près. Alors, je commence par Yvan Sache. Aujourd'hui, on ira à contrario de l'ordre alphabétique. Et puis aussi, ça nous permettra d'avoir un peu un portrait du paysage phytosanitaire en France, puisque c'est un domaine que vous connaissez très bien. Vous êtes professeur de pathologie végétale et épidémiologie à AgroParisTech. Vous avez tout d'abord suivi une formation d'ingénieur agronome, quand AgroParisTech s'appelait l'INAPG, spécialisé en phytopathologie. Ensuite, vous êtes engagé vers la recherche avec un doctorat qui sera suivi d'un poste de chargé de recherche à l'INRA en épidémiologie végétale. Vous avez travaillé sur les maladies du blé et du colza, et aussi du cacaoyer, de l'EVA et de la vanille. Vous avez travaillé avec des agronomes, des généticiens, des écophysiologistes, des écologues, des mathématiciens, des statisticiens. Bon, j'arrête là la liste parce que en fait, vous m'avez transmis une liste. Je ne sais pas si c'était pour me faire écorcher un des mots, parce que là, bioclimatologiste. Cela vous permet d'avoir un certain recul sur les questions qui vont nous occuper, une vision peut-être assez transdisciplinaire, et un recul aussi bien temporel que géographique. Et c'est donc à vous que je pose en premier cette question. Peut-on se passer des pesticides ? Je peux pas. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Merci Jean-Hugues pour cette gentille présentation. Merci au comité de pilotage des disputes pour m'avoir invité, donc à siéger en très bonne compagnie, et puis dans un amphi bien rempli. Ça, pour un enseignant, c'est toujours le rêve. Donc il y a 35 ans, quand j'étais assis de l'autre côté, là, à votre place, dans cet amphi, le monde était beaucoup plus simple. La protection des cultures contre de multiples maladies, ravageurs, mauvaises herbes, ça relevait essentiellement d'une discipline qui s'appelait la phytopharmacie. Donc on avait des molécules de synthèse qui tuaient les organismes indésirables. Donc on les associait à des moyens de lutte agronomiques, génétiques, voire des fois biologiques. Donc ces molécules limitaient très efficacement les pertes de rendement imputables aux ennemis des cultures. Donc, nos systèmes de production intensifs, issus de la Révolution verte, étaient et sont encore majoritairement fondés sur l'emploi de variétés de plantes à très haut potentiel de rendement. L'expression de ce potentiel, elle nécessite un usage massif d'intrants de synthèse, donc il s'agisse d'engrais ou de produits phytopharmaceutiques, pour employer le terme le plus rigoureux. Donc la diminution de l'efficacité de ces produits, leurs coûts financiers, leurs impacts sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé humaine, ont progressivement entraîné un véritable changement de paradigme. Donc on est passé de la protection des cultures à la gestion de la santé végétale. Donc cette gestion, elle ne vise plus à éliminer les organismes indésirables, mais à restreindre leur développement en deçà de ceux qui soient acceptables par un producteur, par exemple. Donc en quelque sorte, il s'agit
vivre avec, en subissant le moins de désagréments possible, et non plus d'éradiquer, d'exterminer. C'est ce que prône depuis déjà assez longtemps la protection intégrée des cultures, qui prône l'association de divers leviers d'action permettant d'agir contre ces organismes indésirables. Dans ce cas, les produits phytopharmaceutiques de synthèse, ils ne sont pas exclus, donc la protection intégrée ne bannit pas les produits de synthèse. Ils sont considérés comme un levier d'appoint, comme les autres, voire le dernier recours quand toutes les autres méthodes ont échoué. Donc, de façon imagée, cette inflexion, elle consiste à vouloir réduire notre dépendance aux pesticides, voire, pourquoi pas, peut-être, à s'en passer complètement. Donc, telle est la question posée ce soir. Peut-on se passer des pesticides? Alors, selon moi, la réponse, elle ne peut pas être tranchée, pas encore. Sinon, on va dire soit on doit s'en débarrasser dès ce soir, tout de suite, soit, de toute façon, on ne pourra jamais s'en passer, et là, le débat est terminé. Donc, moi, je la reformulerai, plutôt comme pourrait-on? Quand pourra-t-on, voire où pourra-t-on se passer de pesticides? Donc, pour moi, ces variétés sémantiques, elles traduisent la nécessité de passer d'une approche de type one fits all, donc la solution qui marche pour tout, à une gamme de propositions qui soient adaptées à la diversité des situations de production et aux problèmes que rencontrent les producteurs. Donc, nous avons des leviers prometteurs, la rediversification génétique des cultures, les solutions de biocontrôle, les régulations naturelles, qui devront être intégrées à l'échelle locale, selon les principes de l'agroécologie, qui doit fonctionner localement. Donc, il reste à développer un effort soutenu de recherche, de développement, de démonstration pour augmenter l'efficacité de ces nouveaux leviers, ces leviers alternatifs, et afin de les intégrer au système de culture et de production. Donc les systèmes devront certainement être modifiés de façon drastique, voire complètement reconçus. Il ne pourra pas se faire instantanément. Le changement pour demain, ça paraît difficile aussi. Il y aura de nombreux verrous, d'ordre divers, dont des verrous psychologiques, sociologiques, technologiques, organisationnels, économique à faire disparaître, à estomper. La dimension sociétale de ces changements, elle est indéniable. Donc maintenant, ça va me permettre de laisser la parole à nos invités qui vont représenter des acteurs essentiels de ce champ social, donc la politique, j'espère bientôt, l'industrie et le conseil de cette transition. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me tourne maintenant vers Xavier Poux. Vous êtes ingénieur agronome, vous aussi formé à AgroParisTech et docteur en économie rurale. Depuis plus de 15 ans, vous analysez les relations entre les politiques publiques, le développement agricole et l'environnement dans ses dimensions économiques, sociales et technologiques. Vous collaborez régulièrement avec différentes instances scientifiques. Vous êtes chercheur associé à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, lui-même hébergé par Sciences Po Paris. Vous travaillez depuis 1992 pour le bureau d'études et de recherche ASCA, Application des sciences de l'action, où vous conseillez les différents acteurs publics en charge des questions d'agriculture et de biodiversité. C'est dans ce cadre que vous avez travaillé à plusieurs scénarios possibles pour 2050. Et donc c'est à vous maintenant que je pose cette question. Peut-on se passer des pesticides ? Merci. C'est bon là, le micro ? Non, c'est là. Non, il faut soulever. Et là, c'est mieux. Ouais, d'accord. Donc je partage avec Yvan Sach l'idée de la temporalité, l'idée du partage dans l'espace moins. Alors, pour répondre à cette question, comme Jean-Luc vient de l'évoquer, je m'appuie sur une recherche récente de modélisation prospective qui pose cette question de l'usage des pesticides à l'échelle de l'Europe. Donc, mon champ de réponse va être centré sur ce niveau européen. Et l'hypothèse qui est testée dans ce scénario central, alors un petit point de précision, c'est pas plusieurs scénarios qu'on a envisagés. Pour l'instant, c'est un qu'on a testé. C'est celle d'une production européenne, de modéliser la production européenne à l'horizon 2050 et de se poser la question, si on adopte des pratiques agroécologiques, est-ce que le niveau de production sera suffisant pour nourrir les 538 millions d'Européens qui sont projetés à cet horizon, voire maintenir un potentiel d'exportation. Alors, le cahier des charges de l'agriculture agroécologique qu'on s'est fixé, j'y reviendrai,
c'est l'abandon des pesticides de synthèse intégralement. Du coup, l'abandon des engrais de synthèse, puisqu'il y a un couplage agronomique assez systémique entre les deux termes. Et puis le développement d'infrastructures agroécologiques. En 5 minutes, je ne vais pas détailler, mais c'est un peu les hypothèses de base. Donc les références agronomiques dont on dispose, évidemment, sur ce cahier des charges, sont celles de l'agriculture biologique, avec une gestion des adventices et des ravageurs qui sont ceux de l'agriculture biologique, à savoir des rotations longues diversifiées, des auxiliaires des cultures, donc nos pesticides, ceux qui tuent les pestes, peuvent être des mésanges, ça peut être des coccinelles, il y a bien cet enjeu. Et puis on va retrouver ce qui a été évoqué aussi, la mobilisation de variétés de races, avec des objectifs de rendement qui sont adaptés au milieu, et donc en tout état de cause, dans notre scénario, qui sont plus faibles que les rendements des variétés, des races actuelles. En gros, ce qu'on modélise en prenant les méta-analyses sur l'agriculture biologique, c'est une baisse de production de 40% à l'échelle européenne, mesurée en kilocalories à cet horizon 2050. Donc, c'est un exercice qui est inédit en matière de modélisation, qui a fait l'objet de publications. Je vous renvoie sur le site de l'IDRI pour en avoir plus. Donc, c'est une démarche qui est originale et qui a été publiée en septembre par rapport à ces questions. Alors, la réponse à la question qui était posée par le modèle, est-ce que si on abandonne les pesticides de synthèse, les engrais de synthèse, et qu'on fait ces hypothèses de reconception des systèmes agraires, on pourrait revenir dans le cadre de la discussion, est-ce qu'on peut nourrir l'Europe, voire exporter? La réponse est oui, à une condition notamment qui est forte, qui est un changement de régime alimentaire. Et ce changement de régime alimentaire, il va reposer sur une réduction de près de moitié de la consommation de produits animaux, un développement du maraîchage, des fruits et légumes, et une réduction de sucre, mais ça c'est un petit peu à part dans le Alors on va me dire, oulala, c'est des hypothèses qui sont extrêmement fortes. Alors c'est des hypothèses qui sont beaucoup moins fortes qu'il n'y paraissent, parce que d'une part, si on projette à l'horizon 2050 les tendances en matière de consommation de viande, eh bien on arrive à des ordres de grandeur qui sont de l'ordre de moins 25, moins 30%, donc on n'est pas sur quelque chose de complètement incroyable. Et puis surtout, ce sont des hypothèses qui correspondent à recommandations qu'on a pu trouver au niveau européen ou au niveau français, dans les plans national nutrition santé, qui, sur la base des observations épidémiologiques, sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, etc., recommandent bien de réduire cette consommation d'aliments d'origine animale. Alors, pourquoi on a fait ces hypothèses? Il y a des arguments qui sont liés à l'alimentation, puis j'oublie aussi un argument qui est quand même pas tout à fait négligeable, c'est que en s'affranchissant des pesticides, bien on revient à la question des impacts sur la santé qui ont été rappelés au tout départ. Donc il y a bien des arguments en matière de biodiversité, de santé qui sont absolument centraux dans nos hypothèses. Et ce qui nous semblait intéressant dans cet exercice, c'était de poser la question en termes de est-ce qu'il y a une approche plutôt que de rentrer dans une logique un petit peu défensive où on est molécule par molécule, on évalue chaque molécule en disant celle-là elle peut passer le test, etc. On voit bien les limites de cette évaluation qui est extrêmement difficile si on prend en compte les effets des résidus, les effets cocktails, etc. qui sont extrêmement sujets à controverse. Je pense que personne n'a vraiment la réponse là-dessus. La réponse qui paraissait la plus robuste, c'était de se poser la question, est-ce qu'on peut d'une part envisager un abandon des pesticides, puis voir ce que ça donne. Et du coup, la problématique devient plutôt de se poser la question, en quoi a-t-on besoin de ces niveaux de production qui sont associés à l'usage des pesticides? Et les éléments de réponse qu'on a, c'est qu'en fait, si on part des besoins et non pas d'une logique d'offre en disant aujourd'hui on a des variétés à haut rendement qui nécessitent des pesticides et qui fixent un niveau de production, si on part de des besoins, eh bien ça change complètement l'équation et la manière de poser la question. Ce que nous montre l'analyse, encore une fois, c'est qu'on a besoin de moins d'élevage industriel. En plus, ça permettra de réduire l'offre, parce que quand on a de la côte de porc à 3 € le kilo à force de promotion, ça ne nous incite pas vraiment à ne pas gaspiller. Et si on réduit cette fraction d'élevage industriel, ça va réduire la demande en alimentation animale. Quelques chiffres, les 2/3 des céréales, c'est pour nourrir des animaux. Les 3/4 de la SAU européenne, c'est pour nourrir des animaux. Donc si on réduit cette demande, entre guillemets, en animaux,
animaux, eh bien, on réduit aussi l'incitation, enfin le besoin, on va dire, de produire des aliments pour ces animaux et notamment des céréales. Alors, vous allez me dire, c'est très beau votre histoire, mais est-ce que c'est pas un peu égoïste au niveau mondial? Est-ce on n'est pas en train de faire une Europe bio-bio et puis on ne pense pas au reste du monde? Alors, quelques éléments de cadrage pour ce point-là, parce qu'ils sont effectivement très importants. Un chiffre, aujourd'hui, l'Europe, son exportation de céréales, c'est moins de 1% de la production de céréales mondiale. Autrement dit, l'Europe n'est pas un big player en matière de sécurité alimentaire. Deuxième élément, peut-être encore plus significatif, si vous prenez les importations, le bilan import-export de l'Europe en matière de production végétale, l'Europe est déficitaire en surface et importe l'équivalent de 20% de sa surface en soja. Et ce soja, il sert à quoi? Il sert à nourrir cette fraction d'élevage industriel qui est problématique pour notre santé. Et pour nourrir ce même élevage, on produit des céréales qui nécessitent, pour atteindre le niveau de production nécessaire, qui nécessitent les pesticides et les engrais de synthèse. Donc il y a quand même une forme d'approche systémique qui fait sens. Et en plus, en important ce soja, on se prive dans nos rotations des légumineuses qui sont un excellent moyen de réduire la pression phytosanitaire et qui, en matière de biodiversité, sont tout à fait des têtes de rotation précieuses. Donc, en élément de conclusion, vous l'aurez compris, à l'horizon 2050, à moyen terme, non seulement on peut penser qu'on peut se passer de pesticides, mais je dirais que par rapport à la balance des risques qu'on fait porter à la fois à la santé, aux écosystèmes, à l'agronomie, au sol même, on doit sérieusement envisager cette option. Alors, ça renvoie à deux termes que je laisse pour le débat, parce que sinon je vais exploser mon temps. Ça va poser la question de la transition, et là je suis d'accord, c'est-à-dire il y a une temporalité, il ne s'agit pas de faire d'un claquement de doigts, dire on a cette image, et dès 2020, on va interdire les pesticides, c'est sans doute pas la bonne approche. Et deuxièmement, ça va poser la question de l'impact économique, qui est une question complexe, qui est en tout cas plus complexe que de dire si on arrête les pesticides, alors les prix vont exploser. C'est une équation qui est beaucoup plus fine que ça. Voilà, donc je ne doute pas pour faire ce passage, mais oui, le passage de témoin va se faire assez naturellement avec la position de Eugénia Pomaret. Vous êtes également ingénieur agronome, diplômé de l'école d'agronomie de Lisbonne. C'est grâce à une rencontre et au programme Erasmus que vous vous installez en France, programme Erasmus qui en était alors à sa deuxième année d'existence seulement. Vous êtes spécialisé en pathologie végétale vous aussi, vous avez occupé plusieurs postes au sein de la FNSEA. D'abord chargé d'études aménagement du territoire de 1992 à 1994, ensuite chargé de mission environnement pendant 13 ans, et enfin chef du secteur agroalimentaire de 2007 à 2012. Vous entrez ensuite à l'UIPP, Union des industries de la protection des plantes, interprofession des producteurs de produits phytosanitaires, si c'est bien ça, dont vous prenez la tête en 2014. Merci d'avoir accepté de venir débattre ce soir. Un exercice que vous maîtrisez très bien, puisque l'industrie phytosanitaire est quand même assez régulièrement pointée du doigt. Vous aurez le temps d'exposer votre point de vue dans cette dispute, en commençant par cette question. Peut-on se passer des pesticides ? Alors, beaucoup de choses ont déjà été... Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir et merci de votre invitation et le débat. Je pense que les éléments sont déjà bien lancés, donc j'aurais tout de suite envie de réagir, mais je vais tenir le programme en présentant d'abord, avant de réagir par rapport aux propos précédents. Alors, effectivement, il y a cette question de la temporalité et il y a aussi la question de la définition. Monsieur Poux vient de dire que dans le cadre de maîtrise, y compris de ravageurs, prenons cet exemple-là, des oiseaux peuvent être considérés comme des pesticides. Voilà. Donc, prenons cet exemple-là. Tout ce que vous utiliserez pour maîtriser les pestes, hein, les ravageurs, les mauvaises herbes, les maladies, à ce moment-là, on ne pourra pas s'en passer. Ni aujourd'hui, ni demain, voilà, puisqu'il y aura toujours besoin de protéger les cultures. Bon, c'est un peu provoque ce que je dis là, parce qu'effectivement, il est clair que dans 5 ans, dans 10 ans, le visage de ces solutions-là aura profondément changé.
et c'est ça qui est intéressant, c'est finalement, on parle aussi aujourd'hui beaucoup d'agriculture raisonnée, d'agroécologie, de protection intégrée. Bon, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, qui sont aujourd'hui dans le débat public, et tant mieux. Tant mieux. Je pense que pendant longtemps, ce sont peut-être des concepts qui sont restés au sein de la profession agricole. Moi, j'ai travaillé effectivement longtemps au sein de la profession agricole. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé, plus de 20 ans, il y avait effectivement une opposition beaucoup plus forte dans les concepts entre, par exemple, l'agriculture dite conventionnelle et l'agriculture biologique au sens vraiment des concepts. Je ne parle pas des labels, je ne parle pas d'encadrement juridique, je parle vraiment d'opposition qui, à mon avis, n'avait pas lieu d'être. J'ai beaucoup plaidé pour qu'il y ait davantage d'échanges, parce que c'est facile de comprendre que les agriculteurs, prenons l'exemple de l'agriculture biologique, qui utilisent des pesticides, on va y revenir, mais qui ont une palette beaucoup plus réduite de solutions. Même chose en engrais, même chose sur d'autres innovations, technologies. Donc c'est évident que l'aspect diagnostic, savoir, accompagnement est beaucoup plus présent, était déjà à l'époque beaucoup plus présent, y compris par rapport à l'aspect un peu plus macroécologique, enfin les aspects d'études des auxiliaires, raisonner beaucoup plus global, plutôt que raisonner finalement filière d'une façon beaucoup plus cantonnée. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que là, il y a eu peut-être un temps où on a pensé que chacun pouvait finalement trouver ses solutions. On a parlé de synthèse, même si pour la petite parenthèse, des phéromones, par exemple, des fleurons d'agriculture biotique, elles sont synthétisées. On va revenir, mais j'aime pas cette dichotomie entre la synthèse et le naturel, ça n'a pas de sens. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc, partant de ces principes-là, je pense que c'est important, puisque je représente quand même le milieu des entreprises qui mettent sur le marché ces produits. En France, aujourd'hui, une vingtaine d'entreprises, c'est un secteur qui est très concentré. Donc, on parle des entreprises qui mettent sur le marché des solutions plutôt que de produits, parce qu'aujourd'hui, ça va bien au-delà, et je vais y revenir. Et ce qui nous intéresse, c'est effectivement de tracer une trajectoire, qui est une trajectoire partagée. Le débat public doit y contribuer, parce que quelle sera effectivement l'agriculture de demain, ou j'aime plutôt dire les agricultures de demain, parce que nous sommes diversifiés, parce que nous avons effectivement, tout en ayant une conscience environnementale de l'impact sur la planète, nous avons nos choix de consommation, et nous devons effectivement, d'une façon éclairée, me semble-t-il, de par nos choix éclairés, je pense, avoir un impact sur le développement de cette agriculture. En tant que consommateur, je pense que tout le monde doit participer à ce débat. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand effectivement, et sur le sujet qui me concerne, je pense que vous allez tous être d'accord, le débat nous semble parfois biaisé, au sens d'un climat anxiogène qui peut contribuer à se poser des questions. Les questions sont légitimes, mais après, c'est le type de réponses qui peuvent être apportées sous l'angle on va bannir telle ou telle solution à court terme, sans laisser d'alternative, plutôt que d'analyse bénéfice-risque. Effectivement, on se porterait tous mieux si on était bonne santé, bien portant, mais quand arrivent des maladies, en fonction du degré de ces maladies, on a besoin d'intervention. Ces interventions peuvent être, bien sûr, si je fais un parallèle un peu hasardeux, effectivement avoir déjà un régime alimentaire, une vie qui est plutôt saine en faisant attention à un certain nombre d'éléments qui viennent impacter probablement votre santé. Et puis après, le jour où malheureusement, malgré tout ce qu'on a pu faire en termes de prévention, les maladies arrivent, c'est la même chose sur les cultures, il faut intervenir. Et puis après, en fonction de l'agriculture, du contexte national, local, européen, en fonction des marchés, les agriculteurs, ils doivent avoir à sa disposition, et je pense que c'est vraiment une obligation pour les entreprises, la recherche et les puissances publiques, ils doivent avoir à sa disposition des solutions pour les problèmes qui arrivent. Et on doit même être en anticipation. Je vais vous donner quelques éléments. Quand on parle de produits phytosanitaires, de pesticides, je n'ai pas peur du mot si on met tout dans le même... dans cette vocable, c'est en moyenne 12 ans de recherche entre le moment où on observe des propriétés dans un laboratoire et le moment où les produits formulés arrivent pour des agriculteurs, que ce soit conventionnel, biologique, voilà. Même chose pour le biocontrôle. Le pas de temps est à peu près le même parce qu'il y a cet aspect évaluation, il y a à montrer tout d'abord l'innocuité pour l'humain à travers l'alimentation, l'environnement, impact sur l'air, sur l'eau.
Et puis, l'efficacité du produit. Il faut qu'il soit efficace et qu'il vienne effectivement combattre les problèmes pour lesquels il a été mis sur le marché. D'accord. Donc, pour finir, ce que je voulais dire, c'est l'aspect, là où je rejoins effectivement ce qui vient d'être dit, c'est le pas de temps et l'aspect d'aller de plus en plus vers la combinaison de différents éléments. Ce serait mentir que de dire la chimie, qu'elle soit de synthèse organique, va résoudre les problèmes. Ça, c'est pas possible, ça fait longtemps qu'on le sait. C'est la combinaison des éléments, probablement en amont, d'agronomie, de choix des variétés, des technologies végétales, du machinisme, des diagnostics embarqués sur les machines, la possibilité de détecter précocement une maladie ou un ravageur, d'analyser les seuils d'intervention et effectivement n'intervenir que si c'est nécessaire, de façon à pouvoir garder cette palette de solutions variées et ne pas se trouver face à des impasses parce qu'il y a l'apparition de résistance et parce qu'on est tout le temps en train de courir derrière effectivement l'évolution de ces bioagresseurs qui progressent énormément. Et on a actuellement en France à peu près 10 000 bioagresseurs à gérer. Alors, tous ne sont pas au stade de devoir être traités ou en prévention, mais les populations progressent. Vous avez entendu parler de progression de bioagresseurs. Donc voilà, c'est ça, c'est de le mettre en perspective et de trouver des solutions et qu'elles soient adaptées aux besoins des agriculteurs. Ok, merci pour cette présentation. Donc je suis désolé, Pierre Medevielle n'apparaît pas pour l'instant, mais s'il arrive, il fera le même exercice de présentation, même si le débat on va le commencer tout de suite. Alors vous parliez des fois d'ambiance un peu anxiogène, je vais y participer, je suis désolé. Parce que un peu. J'avais préparé un petit scénario bien anxiogène, comme on les aime, un petit scénario de politique fiction. Hein, je vous demande de vous transporter par la pensée en 2022, ce qui est pas énorme comme effort. Hein. Année qui voit l'apparition d'un nouveau mouvement social. En effet, dans les champs et aux périodes clés du traitement des cultures, on voit apparaître des gilets roses, ou verts, ou bleus, ou marrons. De toute façon, il paraîtrait que la couleur n'a pas énormément d'importance pour la question. De toute façon, des gilets de couleur qui, par groupe entier, s'allongent dans les champs, les bras en croix, pour interdire le passage des tracteurs et des épandeurs. J'espère que je donne des idées à personne là ce soir. C'était pas du tout le but de la question. Le mouvement n'a qu'une seule revendication, l'arrêt total et définitif de tout traitement phytosanitaire en France. Alors, à chaud, comment on réagit? Le politique, s'il avait été question de Haute-Garonne, aurait tout de suite voulu répondre, mais là, il n'est pas là. Alors, qui va répondre en premier? Qu'est-ce qu'on dit à ces gilets de couleur? Yvan, peut-être en premier. Merci, c'est vraiment Merci Jean-Luc de donner des bonnes idées aux étudiants qui n'en manquent jamais pour faire des travaux de terrain. Donc c'est 2022, c'est pas encore cette année, donc on attendra 6 mois. Moi, je ne sais pas, il y a une solution, c'est réautoriser les épandages aériens, mais c'est pas optimal non plus. Ça dépendra aussi de la forme de gouvernement que nous aurons en 2022. Moi, je te réponds comme oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, non, mais la Ouais. politique fiction a cet avantage qu'on peut imaginer. On peut être chronique jusqu'au... Bon, sinon... Il faudra vraiment qu'il y ait beaucoup de gens pour arriver à occuper tous les champs, occuper les vignes. Là, ça pose des problèmes d'organisation. Bah, les vignes, il y aura peut-être des volontaires quand même. Là. Eugénia, qu'est-ce que vous leur diriez? Il y a un débat européen, il faut les calmer, c'est pas possible, les agriculteurs commencent à perdre leurs nerfs. Comment vous allez les convaincre de sortir des champs? Sortir des champs ou peut-être faire le débat dans les champs, parce que c'est justement le problème, c'est qu'on a une société qui est de plus en plus éloignée de la réalité de la production agricole aujourd'hui. Et je ne parle pas simplement du fait de savoir de quelle espèce ou de quelle plante ou de quel ravageur, de la réalité de ce qui est la tenue d'une exploitation agricole. Et de devoir répondre à des marchés, de devoir... les agriculteurs disent souvent, bon, nous, on a 40 essais dans une vie, en gros. Voilà, c'est pas beaucoup, hein. Quand vous voyez d'autres professions, 40 projets, c'est pas beaucoup. Parce que c'est les cycles naturels et que si on se loupe une année, si on se loupe une deuxième année, ça commence à faire d'eau. Quand on est en culture pérenne, c'est encore plus grave. Donc faire venir les gens sur les exploitations, expliquer. Je pense qu'il n'y a pas de question tabou.
Je pense qu'il y a vraiment un effort et les entreprises que je représente contribuent à ça. On participe effectivement à des débats et des illustrations sur l'aspect recherche et ce qu'il y a derrière la recherche, et puis après, confronté à ce qui se passe sur les exploitations agricoles et être en interface avec les agriculteurs pour pouvoir effectivement y répondre. Alors, au milieu effectivement d'un environnement qui doit être celui qui accompagne les agriculteurs. On parle aujourd'hui beaucoup en France du conseil, d'indépendance du conseil. Tout le monde a un avis sur cet aspect-là. Je pense qu'il y a une légitime préoccupation des agriculteurs à assurer un revenu et à se projeter. Il y a un patrimoine, il y a des projets. Donc faire venir effectivement Alors, j'ai par contre un doute sur faire venir tout le monde ou des représentants. Mais là, c'est vraiment un débat d'actualité. Moi, je suis assez pour qu'il y ait une espèce de représentation des débats, parce que sinon, ça part un peu dans tous les sens et on perd beaucoup de temps. Mais des représentants, effectivement, d'expression qui apportent aussi des solutions. On a besoin de plus en plus d'experts, on a besoin de multidisciplinarité. C'est peut-être ce qui nous a fait défaut sur certains aspects. Et puis c'est complexe parce que finalement, nous avons tous un avis sur l'alimentation puisque nous nous nourrissons tous les jours. Et donc ce lien entre alimentation et agriculture, ce qui est paradoxal, c'est que parfois ceux qui ont beaucoup d'exigences sur l'agriculture en France se nourrissent majoritairement des produits d'importation. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc c'est sur ces aspects-là, faire venir sur le débat sur les exploitations. Des experts, vous convoquez des experts, en voilà un, Xavier Poux. Qu'est-ce que vous dites? Je ne sais pas si c'est moi que l'UPP inviterait, mais si, sans doute, pour avoir Qu'est-ce que vous dites à ces gilets de couleur? Si vous donnez un horizon à 30 ans, j'achète. Hein. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va. Premièrement, je voudrais peut-être rappeler un prémisse de pourquoi ces manifestations en 2022, parce que dans cette conférence, on a quand même oublié, je trouve qu'il y a une vision qui ressort un petit peu de ce que j'ai entendu, qui serait cette espèce de convergence naturelle entre des formes d'agriculture conventionnelle, d'agriculture bio intégrée. Je rappellerai juste quand même que la consommation de pesticides a augmenté ces dernières années. Donc le mouvement n'est pas vers une espèce de vertu, on va vertueusement vers des systèmes agricoles qui consomment moins de pesticides. On va vers des systèmes agricoles qui, comme ça a été d'ailleurs évoqué, parce qu'ils dépendent des pesticides, créent des pathologies. Enfin, on est dans une espèce de course dont on ne sait pas comment on va se sortir. Donc, je pense qu'il y a quand même une dynamique qui est effectivement inquiétante. Je trouve que ça change quand même un petit peu la perspective par rapport à cette espèce de discours où ça va dans le bon sens. Ben non, c'est les indicateurs qu'on a. Les oiseaux, ça va pas dans le bon sens. La santé, ça va pas dans le bon sens. Bon, voilà. C'était. Je saisis évidemment l'occasion pour rappeler ça. Alors, par rapport à ces manifestants, bien, je vais rappeler ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je pense qu'en effet, ça serait pas très responsable d'interdire les pesticides du jour au lendemain. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut donner un programme, une programmation politique qui fasse sens par rapport à cette sortie et qui la rende crédible. C'est-à-dire que de la même manière qu'il faut définir les pesticides, je suis d'accord, ou les manières, les luttes contre les ravageurs, contre les adventices, etc. Vous avez employé le mot les agriculteurs, mais les agriculteurs, c'est aussi varié que les matières de lutte. Absolument. Donc, entre des agriculteurs biologiques, des agriculteurs, des polyculteurs éleveurs ou des agriculteurs qui réagissent effectivement sur des marchés à terme et qui optimisent leur production par rapport à ça, en utilisant beaucoup de produits phytosanitaires, effectivement, on ne parle pas de la même chose. Donc, le programme de sortie des pesticides, je pense qu'il doit organiser une vision globale, en effet, sur ce qu'on mange et pourquoi on produit. Moi, je repose cette question. Je n'ai pas entendu dans les autres, puisqu'on est là sur une dispute, donc j'appuie évidemment sur les points d'argumentaire. Mais on est toujours dans une logique de comment on produit, mais je repose la question. Pourquoi on produit? Qu'est-ce qu'on produit? Quelle est la valeur de ce qu'on produit? Et ça, je pense que dans le débat, c'est tout à fait essentiel par rapport à cette question-là. Et après, ce qu'il faut engager, c'est effectivement une démarche d'évolution des systèmes alimentaires vers un abandon de ces pesticides. Je pense qu'en l'échelle, alors le pas de temps, je ne sais pas, mais à l'échelle d'une génération, c'est quelque chose, je suis ravi d'entendre qu'on achète à 30 ans, donc c'est l'affaire d'une génération. L'objectif doit être extrêmement clair. Je pense à un exemple, on va me dire, c'est peut-être pas possible. Moi, je pense à un exemple qui est tout à fait intéressant, c'est celui du vin.
La viticulture dans le Languedoc-Roussillon, il y a une cinquantaine d'années, c'était des énormes exploitations qui bousillaient les sols et qui produisent énormément. Le vin aujourd'hui en Languedoc-Roussillon, c'est une baisse de la production assez considérable, des évolutions de méthodes de culture qui sont aussi considérables, avec un développement du bio, pas moins d'agriculteurs, beaucoup plus de valeur ajoutée, on boit moins de vin, ce qui n'est pas plus mal pour notre santé. Donc je pense que c'est des schémas d'évolution de filière qui ne sont pas du tout hors sol et qui sont tout à fait intéressants à considérer. Donc voilà, je leur dis non, rêvez pas, c'est pas pour demain et ça serait complètement irresponsable. En effet, si c'est pour importer du bio de n'importe où, ça n'a aucun sens. Mais un programme politique qui organise effectivement cette sortie, je pense que c'est quelque chose qu'on peut organiser sérieusement. Qui a envie de prendre la parole à la suite Je voulais juste, si vous permettez, revenir sur l'exemple de l'agriculture biologique, parce que j'espère qu'il n'y ait pas de clivage, en tout cas par rapport à la demande, par rapport à ce dont l'agriculture biologique a besoin. Quand vous dites que les quantités augmentent, plus il y aura d'agriculture biologique, plus il y aura de quantité de pesticides utilisés. Parce qu'on est en moyenne, en kilo-hectares qu'on utilise le cuivre et le soufre, versus des produits de synthèse qui sont dosés au gramme, parfois même moins. Donc, bon, c'est quand même plutôt un raisonnement scientifique, donc il n'y a pas, encore une fois, à mon avis, déjà à faire un clivage, une séparation entre ce qui est de synthèse ou pas de synthèse. Vous savez qu'il y a des produits naturels qui sont extrêmement dangereux. Et justement, c'est un des problèmes de l'agriculture biologique aujourd'hui. Le produit sur lequel elle repose, le cuivre, parler de la vigne, c'est effectivement un produit qui est pointé du doigt par les autorités européennes et qui vient d'être autorisé in extremis pour 7 ans. Et c'est ce qu'on appelle une substance candidate à substitution. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, dans 7 ans, il faut la substituer. Donc, je reviens sur mon point, on sait que c'est des patentes de 10 ans, 12 ans, entre le moment où on trouve quelque chose en laboratoire et un produit qui est livré sur le terrain. Il est déjà trop tard. Si on commence à opposer et à stigmatiser l'utilisation de pesticides, y compris en agriculture biologique, pour l'instant, on fait comme s'il n'y en avait pas, ce qui est faux. Ce qui est faux. Je pense que tous ceux qui sont dans cette salle doivent comprendre, et ce n'est pas du tout une attaque, puisque je viens de dire que tout le monde en a besoin. Donc voilà, c'est juste pour clarifier un peu le débat. Donc si on continue à opposer des systèmes de telle façon, en faisant la promotion du bio sur le conventionnel, parce que le conventionnel utilise des pesticides de synthèse, à mon avis, on n'est pas sorti du débat et c'est vraiment quelque chose qui va pénaliser tout le monde. Si on nous dit que demain, il y a besoin urgent de trouver des alternatives à certains produits qui posent aujourd'hui problème, qu'ils soient en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, effectivement, c'est une priorité. Il y a des produits aussi qui vont perdre de l'efficacité et donc il faut trouver des alternatives. Mais en plus, je ne parle pas que des produits. Il faut trouver des alternatives bien ailleurs que dans les solutions produits, qu'elles soient, encore une fois, biologiques, chimiques. Le biocontrôle, on en parle. Mes entreprises en font. Plus de la moitié des produits qui sont sur le marché du biocontrôle proviennent des adhérents de l'UPP. Pas simplement des petites start-up, mais des entreprises avec une taille qui permet d'investir. C'est souvent des investissements qui se chiffrent à 200 millions d'euros par molécule. Donc c'est énorme, c'est à long terme, c'est pas de purin d'ortie en tambouille au fond du jardin, si je peux me permettre. Et donc, oui. Non, je voulais juste terminer par rapport. Du coup, j'ai perdu le fil. Tant pis. Bon, perdu. Ça va me revenir. Ça reviendra sûrement. Yvan Sach, justement. Moi, je voulais revenir sur l'exemple de la viticulture, qui est un très bon exemple, l'exemple de Xavier. Donc effectivement, la situation du Languedoc, c'est tout à fait ce qu'il décrit, pour insister sur le fait qu'on n'a pas les mêmes problèmes partout. Donc c'est plus simple d'être bio dans le Languedoc que dans le Bordelais, parce que par exemple, on a un climat qui est moins favorable au milieu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bio dans le Bordelais. Après, il y a sans doute des raisons locales, c'est-à-dire en Alsace, il y a aussi beaucoup de bio. C'est plus simple aussi d'être bio en Alsace qu'en Champagne, indépendamment de la volonté d'excellence. Donc quand je parlais de solutions qui ne peuvent pas marcher partout, il y a vraiment ça à prendre en compte aussi. Donc l'aspect production, d'accord. Qu'est-ce qu'on produit, pourquoi, pour qui? Et il y a des endroits où actuellement on est vraiment dans des impasses. Alors après on peut dire effectivement, le grand Yvan là-haut pour le confirmer, cultiver des pommes de terre en Bretagne actuellement, est-ce que c'est vraiment là qu'il faut le faire, vu que c'est là qu'on a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des milieux de pommes de terre? Donc ça c'est des choses à mon avis qu'il faut prendre en compte avant de raisonner tout type de stratégie et de vouloir l'étendre
peut-être un peu inconsidérément, on va toujours retomber sur des cas particuliers et des personnes qui ne vont pas avoir de chance, ils vont être dans la situation où ça va être très favorable à des maladies, des ravageurs. Alors, la question peut se dire, dans ce cas-là, on fait autre chose, mais c'est très facile à dire quand on est assis. Et sur la question du cuivre, qui est pointé du doigt, oui, et qui de plus en plus pour sa dangerosité. Oui, effectivement, le cuivre pose problème, ils en sont conscients. Bon, dans le Languedoc, ils ont beaucoup moins de soucis de cuivre, c'est plus le soufre vis-à-vis de l'oïdium qui cause moins de problèmes, mais il y a une volonté très très nette des viticulteurs biologiques de réduire les doses de soufre, en disant c'est pas parce qu'on a le droit, parce que ça fonctionne bien, que c'est pratiquement notre seul levier, qu'il faut l'utiliser inconsidérément. Donc là aussi, il y a une très grande gradation dans les pratiques. Les viticulteurs du Languedoc, il y a beaucoup de travaux que vous trouverez en ligne qui sont décrits scientifiques, ils ont travaillé avec l'INRA, avec les grappes. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait en termes de conceptualisation, de tests, d'essais, de systèmes de culture, de molécules. Donc c'est pour ça. Content que Xavier prenne ça comme exemple, c'est assez exemple. Eugénia, alors j'ai une question pour vous. L'industrie phytosanitaire en France, c'est à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est quand même un énorme réservoir d'emplois, j'imagine aussi. Et j'imagine que vous avez sûrement pensé des scénarios alternatifs, parce que là, il y a une telle stigmatisation des produits que peut-être que ça peut aller très vite, justement, comme je le proposais dans ce scénario. Est-ce qu'il y a des choses comme ça Alors, que vous avez imaginé? Ça date pas d'aujourd'hui, la recherche déjà d'alternatives. Donc, on parle souvent, en revenant sur le biocontrôle, les exemples qu'on donne, ils ont à peu près 30 ans. Hein. On est sur les trichogrammes, sur les phéromones. J'étais encore à l'école, on en parlait déjà. Donc, ça date pas d'hier. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas plus simple quand on est en biocontrôle que quand on est sur des produits de synthèse ou même de chimie naturelle, qu'on maîtrise et qu'on stabilise en laboratoire et qu'on formule et qu'on livre. Quand on est sur le biocontrôle, on est sur des éléments biologiques, c'est plus compliqué. Quand vous positionnez un élément qui est vivant sur une culture, il ne faut pas rater la fenêtre de tir, effectivement, il faut avoir un croisement entre le seuil d'infestation et l'efficacité du produit, donc c'est plus compliqué. Donc plus on ira vers des produits de ce type-là, de biocontrôle, et c'est clairement la tendance. Même si on participe en tant que BPP avec IBMA, qui est le syndicat qui représente les entreprises de biocontrôle, au partenariat public-privé sur le biocontrôle, pour dégager justement des pistes. Je vous disais que le marché du biocontrôle aujourd'hui en France est de 5% en valeur, 5%. Hein, et que les prospectives nous font penser que ce marché pourrait être à 15% à horizon 2025-2030. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire il restera quand même 85% du marché avec des produits dits conventionnels. Et dans les conventionnels, je mets effectivement tout ce qu'on appelle de synthèse ou de chimie dite naturelle. Par contre, l'augmentation de la part du biocontrôle va nécessiter un accompagnement bien plus important en savoir-faire, encore une fois. Donc là, on vient sur les compétences, ce n'est pas les vôtres, hein, en tant qu'agronome, mais en tant que pathologiste, diagnostic, je reviens sur ce que je disais, être capable effectivement, déjà à l'implantation des cultures et au choix des cultures sur les exploitations, d'être capable d'avoir une meilleure adaptation et d'éviter a priori déjà un certain nombre d'impacts, d'être capable d'avoir des systèmes, c'est aujourd'hui un problème, des systèmes de veille sanitaire et de limiter la circulation des maladies, d'avoir des vrais systèmes de vigilance au niveau des États membres de façon à empêcher la circulation de matériel biologique ou de plants contaminés. C'est un vrai sujet aujourd'hui en Europe. Et puis d'avoir effectivement, quand il s'agit de trouver une solution, la meilleure solution, dans une logique de raisonnement, traiter, pas traiter, si traiter ou si intervenir, peut-être même intervenir avec quoi. Entre-temps, il y a aussi l'apport des technologies au niveau des semences, au niveau des plants, hein, qui peuvent effectivement apporter une partie des solutions. Et puis, je reviens sur tout ce qui est la robotique. Les diagnostics au champ, aujourd'hui, on peut effectivement plus facilement qu'hier déterminer y être assez clair sur un diagnostic d'une maladie in situ. Et puis, après, cet aspect robotique, utilisé sur une parcelle, enfin, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller au salon du machinisme, mais chaque fois, c'est assez intéressant de voir qu'il y a aujourd'hui des machines qui permettent dépendre de produits à tel endroit de la parcelle et pas tel autre. Donc, c'est une combinaison de solutions. Et c'est dans ce cadre que, parce que nous avons
nous avons été très sensibles à l'appel de la profession agricole et de la filière en disant la transition, c'est pas pour demain. On ne peut pas dire aux gens revenez dans 15 ans. C'est pas possible, c'est pas sérieux. Il y a ce contrat de solution dans lequel nous sommes partenaires, de façon à apporter sur les exploitations un certain nombre de solutions. Une partie viendront de mon secteur, une partie viendront des semences, une partie de la robotique, du machinisme. Donc il y aura de la place pour tout le monde dans un horizon pas si lointain. Alors une question que j'avais envie de poser aux chercheurs, parce que la recherche, elle n'est pas du tout unifiée sur ces questions aussi, parce que là je lisais un papier dans Le Monde d'aujourd'hui sur le glyphosate, qui montrait que la plupart des recherches financées par l'industrie ne trouvaient aucun souci majeur au glyphosate, alors que la recherche publique était majoritairement d'un avis contraire. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est chercheur, quand il y a des études qui sont aussi opposées dans leurs avis? Yvan, Xavier? Peut-être Yvan en premier. Ça va être plus un problème pour l'expert que pour le chercheur, en fait. Mais le chercheur, il a... C'est pas bien de passer le bébé avec le glyphosate intégré. Après, les experts disent des chercheurs font n'importe quoi, ils trouvent que des choses contradictoires. Bon, le fait de trouver des résultats contradictoires, c'est tout à fait inhérent à la recherche. Après, effectivement, s'il y a souvent des biais... C'est un biais, là, oui. C'est un sérieux biais, quand même. C'est plus généralement un problème de financement de la recherche. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus large, de dire quelle agence... qui doit financer la recherche, quelle doit être la part de l'investissement des entreprises privées, on va dire, dans la recherche. Donc là, il peut y avoir des points de vue très radicaux. On ne veut pas les voir du tout, et d'autres qui disent que ce sont des acteurs qui font aussi partie de la recherche. Donc moi, je n'ai pas de réponse simple à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas des partenariats imaginables où justement on peut mettre un peu de service public dans la recherche privée ? Ça existe déjà. Enfin, c'est plutôt... je ne sais pas dans quel sens il faut considérer ça. Les partenariats publics-privés, ça existe. Il me semble que le GIS Biocontrôle, il implique des acteurs extrêmement variés. Donc ça fonctionne déjà. Après, selon les disciplines, selon les situations, on peut dire que ça fonctionne plus ou moins bien, c'est plus ou moins transparent. Après, il y a une part aussi responsabilité du chercheur par rapport à ce qu'il va dire, par rapport à ce qu'il... Très bien, bon, il est 7 heures, maintenant c'est le temps des questions du public. Alors, la première question est toujours un peu... Je vois. Merci. Alors, moi je voulais revenir sur par exemple, l'histoire du mouvement social des gens anti-pesticides, parce que je trouve que ça représente bien la déconnexion vraiment de la compréhension de la société des agriculteurs. Et du coup, vous avez parlé justement de ça, de cette déconnexion. Mais au final, si on se pose la question de l'origine de cette déconnexion de la société par rapport à ce que font les agriculteurs, est-ce qu'au final, les gens du coup qui ont permis la généralisation des pesticides et aussi, comme vous disiez, de tout ce qui fait combinaison, qui ont la généralisation de la vente des semences, du gros machinisme, de la robotique, tout ça. Est-ce que finalement ces acteurs forts ne sont pas les acteurs principaux de la déconnexion des agriculteurs et de la société? Et du coup, comment on fait du coup pour recréer ce lien qui permettrait une compréhension de la société des agriculteurs, alors que les acteurs forts du coup vont dans l'autre sens? Oui. Merci pour cette très belle première question. Qui souhaite répondre? Je peux me lancer. Je pense que ça serait quand même préoccupant de dire que le progrès serait la cause de problèmes, de distances ou de perte de repères. Si je comprends votre question, un peu de perte de repères par rapport à l'agriculture. Ça serait quand même oublier des énormes, effectivement, progrès. Je parle pour moi, c'est des progrès. Et l'énorme défi auquel a su relever l'agriculture française, européenne, dans un espace de temps assez court. Alors, on n'a pas, effectivement, peut-être pu tout prévoir. Il y a peut-être des orientations ou des solutions qui sont arrivées sans qu'on n'ait pu analyser l'ensemble des impacts, mais ça c'est plutôt inhérent à l'activité humaine.
au global, on a quand même aujourd'hui une agriculture qui est très diversifiée. Quand on quitte la France, quand on quitte l'Europe, l'agriculture française est l'image de ce que doit être une agriculture raisonnée, une agriculture de patrimoine, d'identité avec les produits agricoles, ce qui n'est plus le cas dans beaucoup de régions du monde. Et quand on est en France, on a l'impression qu'on voit que le côté négatif. Alors forcément que la réalité est probablement entre les deux. Je veux dire par là qu'on peut avoir une agriculture qui répond, et la difficulté, ça va être de les cerner, les besoins des générations que vous êtes et de celles qui viendront après, parce que ça va très très vite. On parle effectivement pour quelle alimentation. On peut avoir un débat sur demain on fournit. Mais là, la question, c'était comment reconnecter la société qui, en effet, là, il y a un vrai gap entre... Je pense que le progrès et la technologie ont un rôle là-dedans. Et ce n'est pas en revenant à des éléments de passé ou passéistes qu'on va renouer le contact. Enfin, l'image de Justin Bridoux avec le béret, enfin, je pense que c'est pas ça. On doit plus que ça aux consommateurs. Et si je comprends bien votre idée, qui serait de dire c'est parce qu'on a finalement mis à disposition des agriculteurs tout un tas d'éléments modernes que les liens. Je suis pas sûr que ce soit ça sa question. J'ai peut-être mal compris. En tout cas, si c'est ça, alors on a une très belle agriculture, mais on a une biodiversité qui est quand même en train de tomber sacrément. Donc ça, c'est un problème. On peut pas non plus l'escamoter et le passer sous le tapis trop longtemps. Et l'imputabilité à l'agriculture. Xavier Poux. Non, je pense que l'imputabilité à l'agriculture des pertes de biodiversité, elle est vraiment avérée par de nombreuses études scientifiques. Là, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Le problème, c'est quand même l'artificialisation des sols. C'est pas l'agriculture, excusez-moi, mais là, alors là... Bon, alors là... Pas du tout. Alors là, je pense que... C'est les infrastructures, c'est l'habitat urbain, c'est l'utilisation des ressources. Non, c'est... Alors, il y a... Là, je pense que... On a une spécialiste ce soir, Audrey Muratet, donc elle peut poser aussi sa question. Il y a des micros qui sont faits pour ça, Audrey. Bonsoir. Non, simplement, c'est juste pour revenir sur ces faits. Bien sûr que le nombre de publications qui ont montré les effets des pratiques agricoles qui sont à la fois la simplification des paysages, donc je ne vois pas l'agriculture variée, pas du tout. Enfin, on a des agricultures, on regarde la région de France. On est face à des plaines céréalières où elle est la diversité. Donc, bien sûr que la deuxième cause, c'est l'effet des pesticides. Et je l'ai montré sur divers groupes taxonomiques et sur les humains. Moi, je suis très étonnée qu'on n'en parle pas ce soir, qu'on n'ait même pas encore commencé à débattre là-dessus. Alors la question, d'accord, ok, la transition dans la temporalité, on va attendre, mais pourquoi attendre? Pourquoi pas arrêter tout de suite? Combien de conséquences on peut encore attendre avant d'arrêter ces dégâts? Moi, je trouve que c'est... Il faudrait être vraiment plus tranché. Ok, protéger les grosses normes dès demain, genre en 2022, il faut complètement arrêter le désastre. Alors, d'où vous parlez, Audrey? C'était la question qu'on posait dans les années 60. D'où vous parlez? C'est quoi? Vous travaillez ou dans quel organisme? À l'Agence régionale de la biodiversité. Donc, on a pas mal travaillé sur l'effet des pesticides sur la biodiversité. On a pas mal travaillé sur le plan écosystème qui, effectivement, n'a pas amené du tout à une réduction des pesticides, mais à une augmentation de ceux-ci ces dernières années. Donc, on attendait... C'est pas le cuivre la cause. Hein. C'est pas le cuivre la cause. Hein. C'est pas l'augmentation de la consommation de cuivre qui explique le tonnage. Ah bon? Non, oui, certain. Vous avez les chiffres? Ah oui, j'ai les données sur Seine-Normandie en tout cas, et j'en suis sûr. Ah, Seine-Normandie, effectivement, il n'y a pas... Ah bah oui, c'est... Bon, bah, quand on a les chiffres, ils sont pas bons. Effectivement. Bon, merci pour ça. Ah, voilà, les mains qui se lèvent. On va commencer là à se chauffer un peu. Juste un cas, c'est les chiffres qu'on a. Ah bon? Si vous avez des chiffres, ça m'intéresse. Moi qui d'ancien, je suis passé par l'école pour 1 an, mais j'ai eu le plaisir ici à trouver les profs de cet institut. Je suis producteur aujourd'hui. Et je suis producteur, je suis en phase de conversion à la bio. C'est un sujet qui me passionne. Il y a plein de mélanges, plein de rêves, plein de réalités, c'est bon, des deux côtés, hein, c'est vraiment passionnant. J'ai bien aimé la question que vous avez posée tout à l'heure sur
sur la question n'est pas comment, la question c'est pourquoi. C'est vachement intéressant, c'est une statistique sur l'Europe avec on exporte seulement 1%. On exporte 1% de la production de céréales et on importe équivalent de 20% de la surface agricole. D'accord. Alors, je précise des choses. Je suis très rationnel dans tous mes choix. Alors il faut que vous preniez le micro un peu plus haut parce que sinon l'antenne est cachée et on n'entend plus. Voilà, comme ça. Merci. Bio, c'était strictement rationnel, c'est-à-dire que j'ai, en tant que producteur, chef d'entreprise, observé que des gens consommaient ce produit et qu'il y avait une demande. Et je me suis dit, il est très con de s'entêter à ne pas vouloir produire pour ces gens. Et donc j'ai fait cette démarche et j'ai découvert un monde qui m'était étranger. Et pour revenir sur l'importation dont vous parliez, de pourquoi la chimie elle s'est développée parce qu'on avait un objectif qui était de nourrir. Les anciens parlaient du rationnement, ce n'était pas une période sympa. Ils parlaient de l'aléa des résultats techniques dans les champs. C'était variable. Et en bio, c'est typiquement variable, très variable la production. Quand on parle d'une baisse de 40%, monsieur a raison, c'est 40% de sortie de matière en moins dans les champs. La question c'est pourquoi on produit. Est-ce que l'objectif c'est de nourrir la population ou est-ce que l'objectif est de gagner une puissance exportatrice ou est-ce que c'est de produire propre pour la santé des gens, l'applicateur en premier lieu et les gens qui consomment derrière. Tout dépend de l'objectif politique qui est fixé à l'agriculture. Ce que l'agriculteur aujourd'hui n'entend absolument pas. En conventionnel, c'est triste à dire, mais il y a des intégristes des deux côtés, quoi. Il y en a qui s'entêtent dans les phytos, d'autres qui s'entêtent dans le tout sans chimie. Pour moi, je suis d'un côté ou de l'autre. Il y a les deux. La question, c'est quel objectif fixé à l'agriculture, et aujourd'hui, typiquement, l'objectif, il est d'être propre à ce niveau-là. Malheureusement, pour la phyto, c'est un secteur économique comme les autres, il va morfler. Mais il faut considérer cette réalité sans la discuter. Mais je vais quand même vous dire quelque chose par rapport au 1%. C'est simpliste de dire ça comme ça. C'est pas une insulte, excusez-moi, c'est pas une méchante ce que je dis, mais qui exporte dans l'Europe? Il y a des gens qui exportent, allemands, français, peut-être d'autres, pas tous. L'équipe dont vous parlez, il n'est pas de manière homogène, si vous voulez ce que je veux dire. La France aujourd'hui a une capacité d'exportation que d'autres pays n'ont pas. C'est le principal. Produire en bio, c'est sûr que c'est renoncer à cette puissance. C'est un choix. Et pour revenir sur la santé, ce que je disais tout à l'heure, sur la vitesse, je prends l'exemple de la vitesse qui est hors du sujet, mais le sujet, quand on baisse la vitesse de 10 km/h, un sujet d'actualité, c'est sûr qu'on va réduire le nombre de morts. Mais je pense que partant de ce principe-là, on pourrait aussi se dire pourquoi pas aller à 70. Et même pour aller plus loin, pourquoi ne pas s'arrêter? Et prendre le vélo. Si vous voulez, c'est une question de curseur. Et où vont-ils le mettre, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous influencent? C'est une question. Ok. Est-ce que c'est une question que vous énoncez? Oui, Xavier Poux. Moi, je vais réagir. Alors, merci pour cette question et puis merci qu'un producteur vienne à une dispute, c'est toujours très bien. Merci. Merci de ce témoignage, en effet. Je voudrais réagir sur le 1%. J'ai pas eu le temps de le développer, mais dans notre passage à la bio, l'Europe conserve un potentiel d'exportation qui est comparable à celui actuel, du fait du changement de système d'élevage et cette disparition de l'élevage industriel dont je parlais. Donc, bio ne veut pas dire arrêt de l'export et baisse de produits. Finalement, c'est un équilibre entre ce qu'on produit et les usages qu'on fait de cette production qui, in fine, définit mais ça, c'était un point Par rapport à la question en agronomie, vous parlez d'exemple de la vitesse, mais je pense que la question de la gestion des pesticides en agronomie a été très influencée par le modèle de l'azote, le modèle conceptuel de l'azote, avec la question de la juste dose. Et finalement, on a un optimum de production. Ce que les recherches en matière d'impact des produits phytosanitaires suggèrent, c'est que ce n'est pas du tout la même relation et qu'en fait, la question de la juste dose en matière de phytosanitaire, elle est impossible à déterminer. C'est-à-dire que même à des doses extrêmement faibles, on peut avoir des impacts
à moyen terme et à long terme, qui rendent d'ailleurs extrêmement difficile cette question du partage du territoire. Quand on dit on va avoir un peu de bio, un peu de conventionnel, un peu de machin, si je me parle du point de vue des écosystèmes, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que les organismes immigrent et donc ils se prennent des contaminations, et si vous avez un endroit qui est contaminé, vous contaminez à l'échelle du paysage. Donc, moi c'est ce que j'ai dit, notre scénario, ce qu'il fait, c'est qu'il envisage quelque chose de radical au sens... on va prendre le problème, on va se poser la question, est-ce que ça donne quelque chose qui tient la route d'un point de vue rationnel? Ce que nous suggère nos résultats, c'est plutôt oui. Donc par rapport à cette question, l'analogie, c'est pas 80 km/h, 70... Non, mais c'est important, parce que les images de représentation qu'on a, elles sont importantes. Et c'est pas, donc, je pense qu'en matière de pesticides, je pense que la bonne approche, en effet, c'est un principe de précaution. Testons d'abord un principe de précaution radical, et on voit ce que ça donne. Et ce que ça donne, c'est ce que je vous ai dit. C'est effectivement des changements qui sont importants, et c'est pour ça que je pense que sur l'objectif, on est 100% d'accord. Moi, mon point de départ, c'est la biodiversité. Et c'est le maintien de la biodiversité. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de formes d'élevage, qu'on n'entend jamais parler en matière de production végétale, comme si la production végétale, ça flottait en l'air indépendamment. Voilà. Donc, mais par contre, je pense que la temporalité, elle est absolument... Alors, on va oui, où on prend une autre question peut-être plutôt. Je voulais juste sur la comparaison entre les engrais et les produits phytosanitaires lever quand même cette ambiguïté. Il n'y a pas de comparaison à avoir parce que dans les produits phytosanitaires, vous avez un régime d'autorisation de mise sur le marché que vous n'avez pas sur l'élément azote. Sur l'élément azote, on raisonne effectivement en matière d'apport de la plante, un équilibre, et puis après un bilan, après pour discuter des éléments du bilan. Sur les produits phytosanitaires, le système, il est d'une autorisation de mise sur le marché avec une évaluation préalable et la dose homologuée mise sur le marché est la dose qui permet d'apporter une efficacité avec une innocuité garantie. Que vous puissiez me dire que demain les critères pour la mise sur le marché seront plus stricts et que probablement des produits qu'on connaît aujourd'hui, qu'on connaissait hier, ne pourront plus être sur le marché. J'en ai fait l'exemple, je vais donner l'exemple pour certains, parce que la connaissance fait que ce n'est plus effectivement possible de maîtriser le risque. Mais sachez que pour les produits phytopharmaceutiques, il y a une notion d'autorisation de mise sur le marché. Mais donc si les réductions de doses, il n'y aurait pas de perte de biodiversité. Mais la perte de biodiversité, encore une fois, vous ne pouvez pas être aussi affirmatif et dire que c'est le seul élément. Donc les pesticides, pour vous, c'est le seul élément de perte de la biodiversité. C'est le principal élément. Le principal. Bon, moi, je vous contredis totalement parce que c'est pas du tout. Alors une autre question. Ou alors on se serait trompé vraiment pendant des années et des années. J'étais sur ces bancs aussi, mais il y a longtemps, 70. D'un point de vue d'un citoyen éclairé, un peu scientifique, il est important de ne pas s'affoler. Parler de désastre, non. Quand vous dites perte de biodiversité, c'est très difficile à définir la biodiversité. Je me souviens que l'Académie d'agriculture, qui n'est pas forcément une référence pour certains, mais ils ont bien fait, dans l'article récent, ils ont bien fait la différence. Si vous avez des ravageurs qui disparaissent en masse avec les oiseaux qui les mangent, est-ce qu'on parle de perte de biodiversité? Non, c'est le but. Les pesticides ont été là pour supprimer ces ravageurs-là. Hein. Ce qui n'empêche que partout ailleurs, tout autour du champ, dans les forêts et partout dans le monde, la biodiversité se maintient. Et elle peut avoir d'autres raisons. Mais la biodiversité qui est abîmée par les pesticides, ce n'est pas forcément une perte de biodiversité en général. C'est une perte d'une certaine biodiversité qui n'était pas souhaitable. On peut le dire. Voilà. Non, mais... Oui, on peut le dire. Bon, je crois que l'enseignement, finalement, a changé à l'agro, peut-être. Je me réfère à ce qu'on peut lire partout. Voilà. Donc, attention, c'est vrai, je suis d'accord avec madame, dire que la biodiversité a disparu à cause des pesticides, on ne peut pas le dire comme ça. On peut dire qu'une certaine biodiversité a pu disparaître, et ce n'est pas forcément mauvais toujours d'ailleurs. Voilà. Deuxièmement, c'est vrai que quand vous dites, ne faites pas la tête comme ça, quand vous dites que c'est un désastre. Mais non, je lis les mêmes articles que vous. On a les mêmes formations, je lis les mêmes articles scientifiques que vous, et donc dire que la biodiversité, que les pesticides sont un désastre sur l'homme, non. On a dit pareil, je prends un exemple comme l'a fait monsieur, on a dit pareil pour le diesel. Le diesel a fait un certain nombre de morts. Je vous signale que partout où il y a beaucoup de diesel, les gens vivent plus longtemps qu'avant. C'est-à-dire que c'est soi-disant mort.
Non, non, c'est juste. C'est soi-disant mort du diesel. Il y a juste un petit biais, mais... Non, non, il n'y a pas de biais. Non, non, moi je suis pas scientifique du tout. Non, non, non. Non, non. Non, je suis littéraire. Non, ce que je veux dire, c'est que les morts du diesel sont des morts calculées. Voilà. Comment ? Alors, c'est le thème, pardon, ce soir, c'est pas du tout le diesel. C'est qu'on reste scientifique. D'accord. On ne s'affole pas. Oui. Et on ne tire pas des conclusions hâtives. Ok, d'accord. Merci pour cette intervention. Quelqu'un d'autre a levé la main un peu plus haut ? Bonsoir. La question qui est posée, c'est peut-on se passer des pesticides? Je pense que c'est trop global comme question. Je pense qu'il faudrait dire, est-ce qu'on peut se passer des herbicides? Est-ce qu'on peut se passer des fongicides? Est-ce qu'on peut se passer des insecticides? Sachant qu'en plus que les réponses, comme le premier intervenant le disait, dépendent des conditions pédoclimatiques, dépendent des régions, dépendent des productions, dépendent des variétés. Et la boîte à outils qu'on va utiliser dans un de ces trois cas sera totalement différente. Et sur un sujet qui m'est cher, le rôle de la génétique ne sera pas le même dans un cas comme dans l'autre. Donc si on raisonne globalement, ce n'est pas opérationnel. Par contre, si on raisonne production par production et catégorie par catégorie, là on peut peut-être avancer. Merci pour cette question. Est-ce que un des trois invités a envie d'intervenir sur ce point de vue? Non? Je peux oser. Oui. Yvan, oui. Je pense, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a une nécessité de recoller un peu les morceaux. Pendant longtemps, on a raisonné séparément. Donc il y avait d'un côté, on s'occupait des variétés résistantes. Et puis de l'autre côté, on s'occupait de chercher des fongicides. Et puis il y en avait quelques-uns un peu marginaux qui faisaient de la lutte biologique. Et puis on avait déjà des agronomes qui nous disaient quand même, ici c'est l'école du système, hein, vous savez, qui disaient mais tout ça c'est un système de culture, il y a des itinéraires techniques, il faut remettre tous les morceaux en même temps. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, des concepts qui sont montés en puissance, de protection intégrée. Au début c'était en combine, mais bon, après on nous disait oui, combiner la lutte chimique et la lutte biologique, c'est pas très facile. Donc là il y a quand même, je pense, les concepts. Peut-être pas, je ne vais pas dire l'enseignement, mais la pratique a beaucoup évolué par rapport à cette question de dire on remet ça dans un système de production dans lequel on a aussi des agriculteurs, des arboriculteurs, donc effectivement des corporations très variées qui font aussi partie, qui font aussi partie du système et dont on prend aussi la vie en compte plutôt que de vouloir leur proposer des solutions dont évidemment ils ne vont pas vouloir parce qu'ils ne sont pas assez ci, pas assez ça. Merci pour cette réponse. Une nouvelle question. Alors, bonsoir. Moi, j'ai déjà donné mon avis avant de poser mes questions. Je suis pour l'arrêt des pesticides. J'ai juste deux questions. Quid du changement climatique qui va apporter un nouveau lot de ravageurs et de maladies? Comment la recherche, comment l'enseignement se prépare à ça en France? Et ma deuxième question, c'est plus en rapport avec votre conclusion où on devrait entrer un changement sociétal pour accompagner cet arrêt des produits de synthèse. Mais au vu des dernières élections permettées du Front National, est-ce que c'est le parti pris de l'écologie qui sera pris par les citoyens en France? Comment accompagner, comment on peut forcer les gens, les consommateurs à consommer local, bio, alors que ça va coûter beaucoup plus cher? Comment, dans un monde où c'est des libre-échanges qui triment, on peut forcer les gens à acheter à côté de chez eux et pas des tomates bourrées de pesticides et pas Alors Xavier Pou, vous allez forcer les gens à manger bio? Alors non, je ne vais pas forcer les gens, ils le font déjà de toute manière d'eux-mêmes, de plus en plus. Un élément aussi descriptif qui me semble intéressant, qui m'a d'ailleurs moi-même surpris sur une étude qu'on a faite, c'est que la consommation de produits bio est tout à fait comparable dans les grandes villes, à Paris, et en zone rurale. Donc, et ça, c'est les chiffres qu'on a. Donc déjà, ça sort un petit peu de cette idée, il y a les riches qui consomment du bio et les gilets jaunes qui n'en consomment pas. C'est plus complexe que ça. Ce que montrent les études en la matière, c'est qu'effectivement, le décile, les personnes les plus pauvres, pour appeler un chat, ne consomment pas de bio parce qu'elles n'ont pas accès. Mais sur les 90% du reste de la population, c'est à peu près bien réparti. Donc, c'est pas une question d'un modèle social aussi brutal et aussi élitiste qu'on pourrait le faire valoir là-dessus.
Je pense que cette question, enfin c'est une super question, j'ai pas tous les éléments de réponse là-dessus. Je pense que d'abord sur ces enjeux de changement de société, je le répète, ils sont à l'œuvre. Je pense qu'aujourd'hui on peut se réjouir que ça dépasse quand même pas mal des clivages politiques. On n'est pas seulement dans quelque chose de gauche-droite ou extrême-droite, extrême-gauche. Je pense que ça se développe. Maintenant, là où vous avez parfaitement raison, je pense, de pointer, c'est qu'il y a une responsabilité européenne en la matière et sur qu'est-ce qu'on définit comme marché communautaire, quelles sont les préférences communautaires qu'on a. Et là-dessus, je pense que la messe n'est pas aussi dite qu'on peut le croire. Je vais prendre l'exemple du CETA. L'exemple du CETA, donc accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, tout le monde disait, avec le CETA, les Canadiens vont nous inonder de viande, et les éleveurs bovins avaient très peur, d'ailleurs, sans doute à juste titre. Ça ne s'est pas du tout passé, parce qu'il y avait quand même une norme sanitaire qui tenait encore sur les hormones, et les Canadiens, ils ne savent pas produire du bœuf sans hormones, et ils ne sont pas organisés pour produire du bœuf sans hormones. Donc ce que je veux dire, c'est que cet exemple des hormones, cet exemple des OGM, cet exemple du chlore dans le poulet, montre qu'on a ce qu'on appelle du vin, ce qu'on appelle du pain. Il y a des normes qui sont importantes et qui définissent encore un espace d'échange communautaire qui est protégé du reste du monde. Là où je suis d'accord avec vous, c'est si ça saute, alors pratiquement tout saute. Là, je pense qu'on peut avoir des formes d'optimisme. C'est que si on reprend cet exemple du vin, si on reprend cet exemple de qualité, même d'un point de vue purement, on va dire, raisonnement purement économique, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se rendre compte qu'on peut avoir un intérêt à un positionnement qualitatif sur les OGM, sur les pesticides, qui a aussi un intérêt économique. Merci. Donc voilà. On prend une nouvelle question. Oui. Plus fort peut-être. Je ne suis pas sûr que ça marche. Faut parler fort. Ok, faut parler. Vous avez commencé en disant que l'angle d'attaque, c'était la biodiversité. C'est un angle d'attaque, mais je pense que vraiment l'angle d'attaque est important. Parce que le changement, il viendra aussi de la base et des agriculteurs. Le consommateur peut influencer, mais s'il n'y a pas de réalité économique pour le producteur, en fait, les intérêts de biodiversité, ils passeront... Voilà. Ils passeront secondairement, parce qu'il faut qu'ils vivent, le producteur et le producteur qui se convertit en bio, ce qui va bien montrer qu'il y a une réalité économique derrière. Concernant l'arrêt des pesticides, et qui est aussi très attaché au changement climatique, il y a certains enjeux qui peuvent parfois sembler contradictoires, parce que pour lutter contre les mauvaises herbes, par exemple, tu vas devoir labourer. Ce qu'avant, tu n'étais pas obligé de faire si tu étais dans l'agriculture de conservation et que tu utilisais des pesticides. Après, il y a des questions de stockage de carbone, etc. Donc ça devient beaucoup plus compliqué que juste ton point de vue très très brutal. Et un dernier point, c'était la dame de l'agence de l'eau ou de biodiversité, je ne sais plus exactement. Audrey Muratet. Audrey Muratet, qui prenait un arrêt pareil, massif et des pesticides. Mais quand on regarde un peu l'évolution des structures agricoles et la PAC, on se rend compte que les structures des fermes en fait, s'accroissaient et du coup avec un endettement croissant, dû à un système peut-être aussi défaillant, un capitalisme et un libéralisme aussi, ça on peut entrer dans une discussion, mais avec un endettement, et en fait on ne peut pas trop se permettre une variabilité au cours des années des résultats économiques, parce que derrière il y a la banque qui vient vous demander les remboursements des emprunts. Donc c'est très bien votre point de vue, mais dans la réalité aussi c'est un peu plus compliqué que ça. Et sachant qu'en plus une érosion marquée depuis plusieurs années avec l'érosion des prix des matières premières, on a quitté les prix garantis. Donc c'est dans un univers plus instable qu'est le marché, donc ça on l'a confié, on est tous soumis. En fait, c'est une sacrée assurance d'avoir des pesticides. Moi je suis pas là pour les défendre, mais
Et je trouve que c'est une sacrée garantie pour le producteur de pouvoir s'assurer un rendement et une fourchette de prix plutôt qu'une fourchette de prix, un rendement très variable derrière. Voilà. Ok, merci pour cette intervention. Une question peut-être pour... Pour réduire aussi, il y a d'autres verrous à lever aussi. Au lieu de réduire les pesticides, il y a tout ce qui est les verrous industriels dont on ne va pas parler, par exemple auprès des meuniers qui veulent des variétés de blé homogènes avec une certaine qualité pour certains produits. Et ils ne sont pas prêts encore aujourd'hui à accepter des mélanges de variétés qui permettent de se passer de... Merci. Est-ce que quelqu'un, oui non? Des questions, oui, il y a beaucoup de questions. Je suis désolé si je vais reprendre la parole, mais ça ne préempte pas. Très vite ça, alors. Alors très vite. Par rapport à ces équilibres économiques, je rappellerai juste que la politique agricole commune que vous avez évoquée est un élément essentiel d'équilibre économique et qu'aujourd'hui les aides, elles sont pas du tout orientées vers des pratiques plus vertueuses, dans le sens moins de pesticides pour le dire carrément, et que les aides, elles orientent plutôt vers une aide à la capitalisation. Donc la dépendance que vous avez aux aléas, elle est renforcée si vous utilisez toutes vos aides à capitaliser et à acheter du gros matériel avec des emprunts. Effectivement, vous êtes extrêmement dépendant d'une assurance. Mais si vous avez des aides qui vous permettent de sortir de ça, vous changez de paradigme. Ok, merci. Une nouvelle question. Oui, bonsoir. Alors juste, on va retourner un peu dans de la génétique. Désolée pour ceux qui n'aiment pas la génétique. Il y a eu des solutions qui étaient envisagées pour trouver pas mal d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques, qui étaient l'utilisation des nouvelles techniques d'édition du génome. Alors je suis désolée pour ceux à qui ça ne parlerait pas, mais en gros c'est une technique qui permet d'aller très vite. Oui, CRISPR-Cas9, alors peut-être que tout le monde connaît quand même dans... Bon, excusez-moi si je présume de connaissances trop vastes en leur génétique. Donc voilà, donc il y a ces techniques et en fait en juillet, la Cour européenne de justice en gros a requalifié, pour vous faire simple, ces techniques en OGM. Donc ce qui fait que en fait en Europe, on ne va plus pouvoir utiliser ces techniques pour faire des variétés, alors qu'en fait c'était assez prometteur parce qu'on aurait pu faire des blés plus résistants aux maladies fongiques sur des temps de sélection beaucoup plus courts que ce qu'on fait actuellement, avec des coûts par variété beaucoup moins élevés. Donc c'était quand même une solution qui était franchement très prometteuse. Et malheureusement, du fait de la réglementation, l'Europe va se retrouver bloquée sur ce terrain-là. Et je rejoins un peu mes camarades, je ne suis plus de l'école, mais j'étais sur les bancs il n'y a pas longtemps. On parlait du stockage du carbone avec le labour. On se retrouve sur des interactions finalement, alors là c'est du réglementaire, ça nous limite des solutions qui sont déjà... Alors je crois qu'on a compris à peu près votre point de vue. Est-ce que quelqu'un veut intervenir des trois invités sur cette question ? Sans être une experte de la question, je pense que ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure sur la recherche nécessaire en combinant les solutions et en s'abstenant effectivement de limiter les pistes sur lesquelles on peut travailler. Quand on est sur effectivement une combinaison de solutions, on peut se dire, et surtout s'il y a des pistes très prometteuses au niveau de la génétique, que là, si on arrive à cibler par rapport à des bioagresseurs avec ces techniques, si elles sont maîtrisées, évaluées, encore une fois absentes de risque, avec les connaissances actuelles, ça peut effectivement augmenter, élargir la palette de solutions de toute façon à apporter des éléments aux agriculteurs dans le sens d'une sobriété des intrants. Je pense qu'il faut s'abstenir d'être simpliste, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à tout ce qu'on peut dire en matière d'orientation vis-à-vis des agriculteurs. Et je pense qu'il ne faut pas, et surtout pas à vous les jeunes, les plus jeunes de cette salle, s'abstenir, limiter le champ des possibles par rapport à la technique, par rapport à la science et par rapport à ce qui est possible. Donc quand j'entends effectivement des propos sur il faut aller là, il faut tel type de consommation et ainsi de suite, moi je serais plus de dire le consommateur est libre de choisir ce qu'il veut,
quitte à ce que tout ce qui est mis sur le marché, que ce soit des produits agricoles, des produits de consommation, tout ce que vous voulez, les voitures, tout ce qu'on consomme, respecte les critères qu'on se donne par rapport à la maîtrise du risque. J'ai entendu plusieurs fois dans cette salle l'opposition entre synthèse et conventionnel naturel. Ça n'a pas de sens d'un point de vue scientifique. Alors, une nouvelle... J'interpelle un peu mon voisin, puisqu'il a à plusieurs reprises parlé de l'arrêt des pesticides de synthèse. On va prendre de nouvelles questions pour faire avancer un peu le débat. Alors, oui, une question, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Très fort, alors. Hein. Alors, qui a envie d'intervenir pour répondre? Je vais poser une question. Pourquoi un dernier recours? Si c'est nécessaire, c'est le sens. Et pourquoi? Parce que c'est un problème. Oui, mais ce que je pense, c'est qu'il y a quand même, je repose toujours ma question, si on est en dernier recours, c'est qu'il y a un problème. C'est que si on peut éviter de les utiliser, alors utilisons-les. Sinon, il n'y a pas de notion de dernier recours. Et donc, je repose ma question. Dans ces cas-là, c'est par rapport à quel objectif? Tant qu'on ne pose pas la question de tous les débats qui en sont sur le progrès, etc., il y a un implicite très très fort, c'est la conservation du niveau de production. Je repose ma question par rapport à ce qu'on sait de notre alimentation, de nos besoins alimentaires. Est-ce qu'on a besoin de produire autant? Et du coup, est-ce qu'on a besoin du dernier recours? Moi, c'est la question que je pose. Merci pour cette réponse. Une autre question ici. Plus fort, plus fort. J'aurais aimé savoir, vous avez posé la question, est-ce qu'on peut se passer de pesticides, à régime constant? La réponse c'est non. Et est-ce qu'on peut s'en passer à main-d'œuvre constante aussi? Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'usage des produits phytosanitaires et de la main-d'œuvre? Et du coup, une question sur le partage de la valeur ajoutée aussi. Merci pour cette question. Yvan, peut-être? Alors, on peut pas, je ne sais pas. Il n'y a pas la réponse, donc merci pour l'orateur précédent d'avoir repris mon point manichéen. C'est là-dessus. Il y a des exemples assez précis, par exemple en maraîchage. Donc là, le maraîchage biologique, c'est très coûteux en main-d'œuvre, c'est très coûteux. Donc selon les types de systèmes de production, on va dire qu'il va falloir travailler plus. Si on veut se passer de pesticides, il va peut-être falloir faire plus de passages. Donc en arboriculture, ça peut faire plus de passages de tracteurs. La réponse n'est jamais tranchée. Il y a plusieurs études qui ont été faites en arboriculture, en horticulture. Quand on fait des analyses de cycle de vie, on peut aller très très loin, montrer qu'il n'y a pas de système optimal en fait. Donc évidemment, se passer de pesticides en termes d'impact sur l'environnement, là on va avoir un bilan très positif. En bilan peut-être pénibilité du travail humain, ça va peut-être l'être moins parce qu'il va falloir être là beaucoup plus souvent. En bilan économique, bien sûr, on va forcément en perdre un peu plus. Donc après, c'est la question de savoir si les personnes qui s'engagent dans ce genre de système, qui vont s'y convertir, l'acceptent ou pas et sont préparées à le faire. Et de les informer de ce qui va les attendre. Coûteux en main-d'œuvre, excellente nouvelle. Merci pour cette réponse. Une nouvelle question. Pour l'emploi. Il y a toujours beaucoup de questions. Pour l'employeur, peut-être moins. La question est à ma gauche, mais puisqu'on parle de la main-d'œuvre là-bas, je profite juste pour rajouter, enfin vous me contredirez si je me trompe, mais il me semble qu'à l'échelle européenne aujourd'hui, la main-d'œuvre est fortement taxée, alors que les intrants ne le sont pas. Et donc peut-être que si on inversait les choses et qu'on taxait plus les intrants que la main-d'œuvre, on pourrait aussi changer de modèle. Voilà. Alors,
Je ne parlerai pas de la main-d'œuvre parce que je pense que c'est effectivement un raisonnement beaucoup plus large, mais je reviens sur. C'est pas en taxant que vous allez réduire quoi que ce soit comme utilisation. En tout cas, si vous taxez, vous allez probablement favoriser ceux qui peuvent intégrer des niveaux de taxation, et c'est pas ça qui est souhaitable à mon avis. Je reviens sur le point de vue précédent, qui à mon avis est plus intéressant, d'utiliser effectivement. J'aime bien l'expression en dernier recours, ça veut dire qu'on a épuisé, par rapport à des produits qui ne sont pas anodins, d'autres solutions. Et ce n'est pas parce que on dit on va utiliser qu'en dernier recours qu'il faut tout arrêter, parce que dans ce raisonnement-là, on arrête les médicaments, les antibiotiques, on arrête tout ce dont on a besoin quand les problèmes se posent et qu'il faut avoir une palette de solutions. Quand vous avez, les années se suivent, ne se ressemblent pas. Vous prenez l'exemple du mildiou, il y a des années où il y a eu effectivement très peu de pression et pas besoin d'utiliser un certain nombre de produits, ni nombre de passages. Cette année, un bon nombre d'agriculteurs ont été complètement débordés par cette maladie, surtout en agriculture biologique parce qu'il n'y a qu'un seul produit utilisé et qui ont dépassé largement les quantités en nombre de passages, ainsi de suite. Donc, c'est pas parce qu'on donne une valeur, y compris l'image du raisonnement au sens dernier recours, me semble intéressante parce que, y compris pour éviter des phénomènes de résistance qui peuvent aussi se poser. Donc la palette se réduit, il faut réduire aussi les utilisations de façon à se garder le maximum de cartes sur la main. Merci. Une question alors. Oui. Je voulais revenir sur un truc que vous avez dit, madame, sur on doit aux consommateurs de mieux expliquer l'agriculture. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on doit aux citoyens? Qu'est-ce qu'on doit aux citoyens quand l'agence de sécurité sanitaire allemande, qui a été mandatée pour s'occuper de la question de la mise sur le marché du glyphosate, n'a fait qu'un copier-coller de celle qui a été faite par Monsanto? Est-ce que ça pose pas un petit problème? Par ailleurs, sur ce que vous avez dit, il ne faut pas opposer les modèles. Alors ça, c'est très consensuel, c'est peut-être la devise du ministère de l'Agriculture, mais je pense qu'il va falloir que ça se remette en question parce que les modèles, on peut parler de la bio, ils s'opposent par nature. Il y a quand même des gens qui, à la base, veulent essayer de limiter, sans parler des ayatollahs, qui veulent essayer de limiter leur utilisation de pesticides, et ceux qui font le choix d'aller sur des marchés sur lesquels, pour rester compétitifs, même s'ils ne le seront jamais, par rapport à des pays comme l'Allemagne, ou l'Ukraine, ou le Kazakhstan, etc., sur le blé, par exemple, il faut maintenir l'utilisation de ces produits-là. Et ces marchés grand export, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une négation agronomique de ce qu'on pourrait faire en France. Voilà, on est déficitaire en protéines. Enfin, on exporte des protéines, mais on importe des protéines très concentrées. On les exporte sous forme de blé. On a des exploitations qui n'ont pas forcément des santé financières très importantes. On a des problèmes de biodiversité. Et donc, il va falloir quand même opposer les gens qui veulent vendre des pesticides de ceux qui veulent moins en acheter. Ça, on va devoir y passer. Merci. Une réaction? Alors, si je suis sur votre raisonnement, il faut donc que l'agriculteur biologique optimise sa production. Pour optimiser la production, vous comparez un agriculteur biologique qui cherche à optimiser sa production et a donc à monter en qualité versus un agriculteur biologique qui reste peut-être un peu loin du marché. Celui qui cherche à optimiser sa production va avoir recours à des intrants. Donc, moi, votre raisonnement, je ne comprends pas d'être en train d'opposer ou de dire que l'utilisation d'intrants va toujours dans le mauvais sens. L'utilisation d'intrants, elle est là quand elle se présente. Elle doit intervenir s'il y a une recherche de marché. Un agriculteur biologique qui a, entre guillemets, un créneau de production, une culture qui est très sensible aux maladies, va utiliser beaucoup plus de produits de traitement qu'un autre qui est sur une culture qui ne nécessite pas de traitement. C'est un mauvais agriculteur biologique pour vous? Parce qu'il utilise plus d'intrants? C'est plus compliqué que ça. Donc il ne faut pas, à mon avis, comparer en termes d'aller vers plus d'utilisation d'intrants. Bon, on peut parler bien au-delà des... Tout à fait. Alors, donc l'optimisation, c'est positif. Parce qu'il y a encore beaucoup de pression. Une question qui intéresse Emmanuel Macron, qui m'a passé. Peut-on sortir du glyphosate dans 3 ans? Ça, c'est une question courte, précise, tout va bien. Qui se risque,
sur le glyphosate. On assumera les conséquences, mais si c'est décrété, oui, c'était possible. Les agriculteurs qui font des efforts, comme cela ça a été dit tout à l'heure, en termes d'agriculture de conservation, feront peut-être autre chose. On mettra la charrue dans les champs, on augmentera probablement l'impact sur la consommation de carburant. Donc il y a tellement d'incohérences dans le débat actuel que c'est vrai que c'est difficile d'y voir clair, parce que vous avez d'un côté l'aspect énergétique, la sobriété d'utilisation des intrants, les ressources, ainsi de suite, et on oppose encore une fois, on s'interdirait d'utiliser un intrant, je ne suis pas là pour défendre celui-là par rapport à un autre, qui peut apporter dans un certain nombre de situations, et encore une fois, il faut bien distinguer l'utilisation qu'on est faite en France de celle qui est faite dans le reste du monde dans d'autres conditions. Dans les conditions d'utilisation française, ce produit apporte un vrai plus. Même l'agriculteur biologique opine du chef. Donc, bon, ça va. Donc, ne pas s'en passer, s'il y a effectivement des éléments qui seront mis en évidence lors de la prochaine évaluation du glyphosate, on en discutera. Aujourd'hui, il a été validé au niveau des agences européennes. Et pour répondre à la question que je ne vais pas éluder tout à l'heure, distinguer, je vous invite, le traitement journalistique de la chose, parce que effectivement, c'est pas parce que vous lisez dans certains papiers que des éléments du Monsanto, produits par Monsanto, qui détient la molécule, sont intégrés dans le rapport des agences. C'est tout à fait normal, c'est d'être 30 pages sur 3000. C'est les études qui sont apportées par l'entreprise et qui sont codifiées au niveau des agences européennes. Donc c'est tout à fait normal que l'entreprise emmène ces études. Après, elles peuvent être contestées, elles peuvent être refusées en fonction des BPL, elles peuvent être jugées par les pairs scientifiques pas bonnes. Mais dans l'état actuel, ça a été la décision au niveau, pas que de l'Europe, parce que vous savez que la validation de cette molécule, finalement, est intervenue un peu partout dans le monde. Alors, est-ce que d'autres éléments, peut-être Yvan, ou on prend d'autres... Moi, je répondrai jésuitiquement à la question par une question, la même plus élaborée. Mais d'accord, ok, on arrête. Quelles vont être les conséquences de l'arrêt du glyphosate dans 3 ans? Quels vont être les scénarios? Là, on a spécialiste des scénarios. Pour moi, la question d'intérêt, c'est plutôt ça. Ok, disons qu'on le fait, mais c'est un peu une espérance de pensée. Qu'est-ce qui se passera? Parce que, comme dit ma voisine, oui, on peut. Importation massive de produits venant d'autres pays. Qu'est-ce qui se passera? Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Comment on envisage le jeu des possibles par rapport à ça, sachant qu'actuellement, on est dépendant de cette molécule, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Une nouvelle question pour... Oui. Moi, j'ai une question sur la productivité du travail dans le scénario à 2050, qui est que on dit, par exemple, pour le vin du Roussillon, qu'on diminue les intrants, on augmente la force de travail, mais comme on a créé de la valeur, c'est pas grave parce que le nombre de gens qui vont bosser sur l'exploitation, ils vont se rémunérer bien parce qu'il y a plus de valeur. Si on enlève dans toutes les exploitations et qu'on passe sur le blé, par exemple, qui est un produit avec une valeur bien moins grande, est-ce qu'on est capable d'assurer une productivité du travail suffisante en termes économiques pour les agriculteurs qui vont faire du blé ou n'importe quelle commodities? Et à ce moment-là, est-ce qu'on est obligé d'imposer à tous les agriculteurs d'avoir un revenu très bas, ou est-ce qu'on a vraiment pour chacun un impact plus que sur juste les produits qui ont une forte valeur ajoutée? Qui a envie de répondre? Je crois que c'est une question qui m'est clairement posée. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments de réponse. Bon, d'abord, cette question sur les impacts, elle reste à venir dans le travail d'investigation qu'on est en train de conduire. Mais deuxièmement, je pense qu'effectivement, il ne faut pas comparer stricto sensu une exploitation de viticole avec une exploitation céréalière, parce que les structures ne sont pas les mêmes, et on sait bien que la valeur ajoutée à la tonne produite n'est pas la même. Il n'empêche que le raisonnement peut être assez similaire. Et quand on compare les taux de marge, c'est-à-dire l'impact que peut avoir une petite variation de prix, et là je pense que dans le cas du blé, elle ne serait pas si petite que ça, par rapport à un équilibre de charges à la fois opérationnel et de structure, je pense qu'on peut tout à fait envisager qu'avec une moindre production, un prix un peu plus élevé, on ait des équilibres d'exploitation qui soient tout à fait viables, ce qu'on observe aujourd'hui en agriculture biologique. Après, je rajouterai à cela l'équation politique, je le répète. Il faut quand même avoir conscience que les chiffres varient un petit peu, mais les exploitations céréalières, par exemple, ont un revenu qui est inférieur aux aides PAC qu'elles reçoivent.
Enfin, c'est assez dingue ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elles ont des coûts de structure qui sont supérieurs aux aides PAC à leur productivité. Donc je pense qu'il y a des marges de manœuvre de productivité du travail et d'équilibre économique qui sont absolument considérables. Et que des changements politiques interviennent aussi dans votre équation économique. Mais vous avez raison, c'est des vraies questions. Mais, merci pour cette réponse. Oui. Alors, un complément. Donc, je voulais revenir sur ces propositions de laisser le choix aux consommateurs, voire aux agriculteurs. Donc ça, je trouve ça effectivement très intéressant. Mais donc, pour pouvoir leur laisser le choix, il y a notamment laisser la recherche se faire. Et donc, je pose la question aux chercheurs, mais je sais que moi-même, j'y ai été confrontée. Pour pouvoir étudier l'effet des pesticides, donc effectivement, il y a une validation, mais qui se fait en laboratoire, donc pas du tout dans les conditions de terrain, et qui sont testées sur des espèces sur le terrain qui ne sont pas du tout des espèces que l'on trouve dans les champs. Enfin, du coup, il y a vraiment un gros décalage entre ce qui est fait en termes d'écotoxicologie et ce qui devrait être fait en termes évaluer les effets des pesticides in situ, sur le terrain. Et donc, c'est ce que nous, on a essayé de faire avec des équipes de chercheurs et on a eu un blocage dès le départ, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu accès à l'usage des pesticides dans les champs. Donc on ne sait pas quelles molécules sont utilisées, à quelle dose, donc on fait avec ce qu'on a, donc avec les indices de fréquence de traitement qu'on a très difficilement. Donc déjà, est-ce que la première chose pour pouvoir laisser le choix aux consommateurs, aux agriculteurs, ne serait pas déjà d'aider les chercheurs à évaluer les effets de ces produits sur les parcelles, en donnant accès à ces données, voilà. Et une autre chose, c'est que le poids de l'UIPP est quand même démentiel. Donc après, laisser le choix, d'accord, par rapport à des agriculteurs bio, le poids que vous avez politiquement, le poids que vous avez justement l'usage des pesticides et associé, ça a été dit, toute cette production agricole qui dépend de ces pesticides, finalement le choix, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? Le choix, il est vraiment minime. Donc moi, déjà juste en tant que chercheuse, et puis pour les futurs chercheurs, j'aimerais savoir si vous allez ouvrir enfin les donner accès à ces données pour qu'on puisse vraiment évaluer les effets de ces pesticides, en tout cas mieux qu'aujourd'hui. Alors, double question, peut-être à Eugénia et puis à Yvan sur la question de la recherche. Alors, je ne sais pas de quelles données vous parlez exactement, parce que vous semblez mélanger un petit peu les données nécessaires à la mise sur le marché d'un produit, c'est-à-dire les données qui sont effectivement dans ce qu'on appelle le dossier d'évaluation. Donc là, effectivement, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais depuis maintenant presque un an, il y a un engagement au niveau des entreprises qui font partie, bien au-delà de l'UIPP, de l'ECPA au niveau mondial, de ce qu'on appelle disclosure, des éléments des dossiers pour des équipes de recherche dans les salles de lecture qui ont accès à des éléments et qui peuvent effectivement, plus par rapport à l'évaluation, vérifier, enfin c'est peut-être un peu prétentieux ce que je dis, mais de voir si les modèles, finalement, si la réalité est compatible avec les modèles. Ça, c'est un premier élément, avec tout le respect clé par rapport à la recherche. Il faut quand même que ce soit encadré dans des programmes avec des buts précis, ainsi de suite. Un deuxième élément, c'est que nous avons en plus en France un système qui est très robuste, qui s'appelle phytopharmacovigilance. La France a été le premier pays à la mettre en place sous l'égide de l'ANSES. Et c'est quoi? C'est le suivi des produits une fois qu'ils sont mis sur le marché. Et c'est donc confronter le réel au modèle. Ça veut dire que vous avez assez fréquemment d'ailleurs des questions qui sont posées aux entreprises une fois que le produit est sur le marché, 2 ans, 4 ans, 6 ans, des protocoles de recherche, des entreprises, alors c'est pas l'UIPP parce que nous sommes une association, mais les entreprises qui détiennent les AMM passent des protocoles de recherche, ils l'ont fait avec des laboratoires vétérinaires ou pour le suivi des populations d'abeilles, de façon à avoir cet apport de recherche par rapport à l'utilisation des produits. Et après, sur l'utilisation par les agriculteurs, là, ça sort complètement de notre sphère. Parce qu'à partir du moment où les produits sont mis sur le marché, si vous cherchez des statistiques sur l'utilisation des produits, je pense que ça doit pouvoir se faire, mais ça passe par, effectivement, des études qui suivent l'utilisation par les agriculteurs, et c'est plus en lien avec les entreprises qui vendent les produits, qui répondent à une demande, mais ça pourrait être intéressant, effectivement, parce que le problème de la biodiversité... Et pour moi, même si tout à l'heure je renvoyais un petit peu sur le fait
l'élément numéro 1 de perte de biodiversité, je tique, mais je pense que c'est un élément essentiel parce que sans aller très très loin en matière de changement des systèmes, on peut davantage intégrer une meilleure protection de la biodiversité associée au système agricole et je pense qu'il y aurait beaucoup à faire sans grand effort pour améliorer les auxiliaires, les interconnexions entre les plantes et ça serait très intéressant de pouvoir le faire. Donc il n'y a pas d'a priori. Je pense qu'il peut y avoir des pistes de recherche intéressantes. En tout cas, les entreprises cherchent aussi à avoir ces éléments-là parce que si on peut prédire à long terme l'évolution d'un produit et les impacts, vous imaginez que les entreprises ne vont justement pas aller jusqu'à la phase finale de mise sur le marché d'un produit. Alors, Yvan, aussi sur la question de la recherche. Oui, la question des données, c'est en train de devenir, et ça va devenir un enjeu essentiel pour la recherche, parce que contrairement à ce que leur nom indique, elles ne sont pas données. Donc effectivement, on cache ça, maintenant on appelle ça Big Data, on en a beaucoup, mais il y en a partout, elles sont diffuses, il y en a qui sont cachées, il y en a qui sont protégées. On peut renvoyer aussi la question en disant l'accès aux résultats de la recherche. Maintenant, c'est de plus en plus ouvert, mais d'avoir accès aux données elles-mêmes, de pouvoir les réanalyser, il y a beaucoup de protection, parce qu'il y a des enjeux industriels, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment un enjeu, au-delà même, à mon avis, du financement de la recherche. Qui possède les données? La même chose pour les collections, les échantillons, les prélèvements. Là, il y a vraiment des enjeux dans le domaine biomédical, on va dire, c'est encore plus prégnant. Et là, pour l'instant, on est un peu entre deux eaux. On n'a pas franchement anticipé peut-être cette massification des données maintenant qui sont, paraît-il, si faciles à acquérir, ce qui n'est pas forcément vrai. Et vous avez raison, des fois si difficiles à obtenir alors qu'on imagine qu'elles sont partout et que n'importe qui pourrait les avoir. On en est très loin. Merci. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Il est presque 8 heures et c'est un peu le tocsin qu'on se donne, hein, généralement, hein, 8 heures. Bon, merci à nos 3 invités d'avoir joué le jeu de ce débat controversé. Merci à Jérôme Fitoussi et Martial Guinet pour la retransmission en Facebook Live. Mais vous pourrez aussi regarder cette captation vidéo, oui, parce que vous étiez filmé, j'ai oublié de vous le dire en début, comme d'habitude. Vous pourrez voir la captation sur le site YouTube de l'établissement. Merci aussi à Sylvie Ponsonnet, Nathalie Corbalan, Eva Legras et Thierry Doré de la direction de la recherche et de la valorisation qui participent activement à la préparation des disputes. La prochaine dispute, elle aura lieu en février, le mois prochain, le 14 ou le 21. Et ce sera autour des nouvelles questions de toxicité dans l'alimentation, comme les questions de néoformés, les additifs, etc. Et vous serez bien sûr invités à venir voir cette nouvelle dispute. Merci à vous tous aussi et à bientôt.